Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Montblanc. Il est 18 h. Bienvenue dans notre édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 9 octobre 2020. Au sommaire ce soir, une avant-première pour débuter cette édition. Justement, le Griffon, successeur du fameux VAB, a été présenté par le 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie. Le nouveau véhicule utilisé par l'armée française est un véritable bijou de technologie. Et puis un long format dans notre journal avec une immersion au cœur des mines de sel de baie dans le canton de Vaud en Suisse. Nous vous proposons ce soir une plongée dans ce labyrinthe de dédales et de salles avec Jean-Paul Crespi. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services dans l'armée française, le VAB, le véhicule de l'avant blindé, passe la main. Son successeur, le Griffon, a été présenté ce jeudi en avant-première par le 13e bataillon de chasseurs alpins basé en Savoie. Il s'insère dans le renouvellement des équipements militaires engagés depuis la fin des années 2000 et permet désormais aux soldats comme aux gradés d'aborder leur mission avec davantage de sérénité. En pleine zone de combat, c'est bien souvent la connaissance du terrain et de la position des troupes qui peut mener à la victoire. Un constat qui a poussé l'armée française à développer le programme Scorpion. Une réelle mutation technologique au sein de laquelle le nouveau véhicule Griffon tient une place toute particulière. C'est déjà beaucoup plus confortable, c'est un engin de franchissement pour le coup et on peut aller plus facilement à des endroits qui étaient compliqués à accéder avec notre ancien véhicule. D'un poids de 25 tonnes, le Griffon est rempli d'électronique. Car au-delà de permettre un transport de troupes sécurisé, il s'agit bien d'un concentré de technologie pouvant donner un avantage significatif dans le feu de l'action. La vraie révolution, elle est là, hein. Elle est pas tant dans le véhicule que dans tout le système d'information. Le système d'information, en fait, on l'appelle le SIX, le système d'information du combat Scorpion. Scorpion, c'est tout un écosystème, un environnement avec différents matériels. Il y en a dans l'infanterie, c'est le Griffon, il y en a dans la cavalerie, c'est le Jaguar. Et puis il y a tout ce qui les unit, c'est-à-dire un système d'information qui permet aux engins et aux combattants de se parler, d'échanger des informations sur les amis, sur l'ennemi, pour être plus efficace et agir plus vite et donc mieux. Et cela passe par une localisation des troupes presque en temps réel. Des informations qui pourraient potentiellement changer l'issue d'un conflit. On peut plotter des ennemis sur la carte, on voit les déplacements en temps réel ou quasi réel, environ 10 secondes pour les différentes personnes, donc c'est vraiment très appréciable pour le coup. On sait où sont les gens, les chefs peuvent nous donner des missions instantanées, donc c'est beaucoup moins de pollution à la radio, c'est beaucoup plus simple pour nous à l'utiliser. Ça nous facilite la vie. Forcément de l'apprentissage, on a beaucoup de formations parce que c'est un système qui est complexe, qui est nouveau. Du coup, il faut se réadapter sans cesse. Donc c'est quand même intéressant. C'est un système qui est très intéressant. Si ce mercredi il ne s'agissait que d'un exercice, le Griffon devrait être envoyé sur les théâtres d'opérations extérieures dès 2021, au Sahel pour l'opération Takuba. D'ici là, reste aux militaires quelques mois afin de parfaire leur formation pour maîtriser au mieux leurs nouveaux jouets. On revient sur la visite en Haute-Savoie d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Après avoir visité l'usine Savoie Internationale à Cluses, elle était à la Chambre de commerce et d'industrie ce jeudi après-midi. À Annecy, elle en a profité pour présenter les grandes lignes de France Relance, un dispositif de soutien et d'accompagnement à destination des entreprises. On l'écoute au micro d'Antoine Martin. Nous, notre sujet, au-delà d'une information un peu générale, un peu générique, qui peut paraître abstraite, c'est d'être vraiment dans le concret et de dire voilà ce qu'il y a pour vous, entreprise, voilà ce qui peut vous intéresser et d'avoir un dialogue qui s'installe et un conseil qui s'installe qui peut être fait au niveau de la CCI ou des services de l'État. La deuxième chose, c'est qu'après, c'est pas si compliqué de remplir un dossier. Les plateformes BPI vont demander en gros la description du projet, un budget, ce qui est assez basique dans un projet, et puis des pièces qui permettront de s'assurer que la personne qui demande est bien l'entreprise et qu'elle n'est pas connue pour des faits de blanchiment d'argent ou pour des faits de financement du terrorisme. C'est évident dans le cadre d'une subvention publique. Au fond, il y a l'investissement, bien sûr, il y a les aides dont on peut bénéficier, mais il y a aussi le conseil et le fait de pouvoir s'appuyer sur des gens qui connaissent. On l'a vu sur l'exportation, par exemple. C'est parfois aussi précieux d'avoir le bon conseil sur le bon marché sur lequel on doit aller. Non, c'est plutôt pas l'Allemagne pour votre produit, c'est plutôt la Suisse. Et ça peut rapporter beaucoup plus que tout simplement avoir de l'argent public. Le centre hospitalier Annecy-Genevois organise tout ce mois d'octobre des campagnes de dépistage préventif de la Covid-19 le mardi de 9 h à midi sur son site d'Annecy. Ces tests sont gratuits et pris en charge à 100% par l'assurance maladie et les résultats sont délivrés en 48 heures maximum.
En sport, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté la liste des 620 sites qui pourront servir de centre de préparation pour les athlètes. Et en Savoie, 5 sites ont été retenus: la ville d'Aix-les-Bains, la base d'aviron d'Aiguebelette, la ville d'Albertville, la station des saisies et le centre Tinespace pourraient donc partiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques 2024. On passe à notre invité. Ce soir, je reçois Philippe Saviuk. Bonsoir. Vous êtes le président de la Société mycologique et botanique de la région chambérienne. Première question, pouvez-vous nous présenter votre association? Oui, notre société est orientée mycologie et botanique. Elle apprend à reconnaître les champignons, les plantes notamment, et aussi d'autres choses, les mousses par exemple. Pour les champignons, et notamment pour la consommation des champignons, c'est indispensable pour savoir ce qu'on mange et manger que des champignons qui sont dûment identifiés. Mais la société participe aussi à la reconnaissance des champignons dans leur milieu et participe à des inventaires. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles sont précisément vos missions? Nos missions, apprendre à connaître et à reconnaître les champignons, nous-mêmes, à d'autres, pour les buts que je viens d'évoquer. Reconnaître un champignon avant de le manger et reconnaître les champignons dans son milieu. Comment est née l'idée de cette société? Vous parlez d'un temps que je n'ai pas vécu. On a coutume de dire que l'automne est propice à la cueillette des champignons. C'est une idée reçue, ou est-ce que c'est véridique? C'est véridique puisqu'il y a beaucoup de champignons en automne, mais le champignon est susceptible de sortir dès qu'il y a de l'eau en quantité suffisante. Un champignon, c'est déjà 90% d'eau. Et après les orages du mois d'août, chacun sait que partir à la chasse au bolet, beaucoup s'y adonnent. Vous, personnellement, comment est-ce que vous êtes, entre guillemets, tombé dans cette passion pour les champignons? Alors ça, l'histoire est un petit peu longue parce que vous faites appel à mon ancien métier. J'étais médecin toxicologue et en parlant d'intoxication par champignons, et à l'occasion d'une histoire très particulière, je suis venu à m'intéresser aux champignons, non pas dans les bouquins, mais tels qu'ils étaient sur le terrain. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'art du champignon, dans le fait de cueillir, dans le fait de vous intéresser? Qu'est-ce qui vous plaît? Déjà être dehors, se promener, trouver des champignons, essayer de les nommer, donc de leur trouver un nom, les analyser dans leur milieu, selon le couvert végétal, selon beaucoup de caractères, puisqu'on peut trouver des champignons jusqu'à 2500 mètres d'altitude, là où l'hiver, il y a des remontées mécaniques. Alors, quels sont les champignons les plus fréquents que l'on trouve ici, en Savoie, notamment un secteur que vous connaissez? Des champignons à visée comestible, vous voulez dire? Oui, déjà dans un premier temps. Oui. Les comestibles, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? Il se trouve déjà qu'en matière de comestibles, les personnes qui ramassent des champignons pour les manger, et uniquement pour ça, et les personnes qui connaissent beaucoup de champignons et qui arrivent à consommer des champignons, ils consomment les mêmes champignons en fait. Et en gros, il y a 5 grands groupes, quand on a parlé des chanterelles, des bolets, des trompettes de mort, des morilles et des pieds de mouton. On a fait déjà un très très large panel de ce qui est habituellement ramassé. Après, le reste, il y a d'autres comestibles, mais ils sont plus exotiques. Y a-t-il une technique plus efficace qu'une autre pour bien cueillir des champignons, justement? Pour bien les cueillir, oui, il faut les ramasser en bon état, de la tête aux pieds, c'est-à-dire déterrer le champignon du sol, puisque à la base du champignon, à la base du pied du champignon, il y a des caractères d'identification qui sont hyper importants, comme le pied d'une amanite phalloïde qui a une volve en sac et qui permet d'identifier l'amanite phalloïde à tout coup. Donc c'est très important ça. Une question qu'on doit souvent vous poser, comment différencier un champignon comestible d'un champignon vénéneux? Il n'y a aucun critère. Aucun Il critère? n'y a aucun truc. Il n'y a aucun truc pour les séparer. Les seuls critères, c'est de les nommer et de les dénommer correctement et donc de mettre en avant toute la série de critères, parce qu'il y a quand même des critères, toute la série de critères qui permettent de séparer les champignons les uns des autres et qui varient d'un groupe à l'autre. Donc on ne peut pas les énumérer comme ça, mais on peut dire que, par exemple, un champignon qui a un anneau, une volve et des lames blanches, on est dans le groupe des amanites, et dans les amanites, il y en a un certain nombre qui sont toxiques, il y en a un certain nombre qui sont mortels. Donc déjà, quand on a cette association-là, on dit attention, danger. Est-ce que les gens, la plupart des gens qui vont cueillir du champignon, notamment le week-end, est-ce qu'ils ont conscience de cette dangerosité? Ou c'est encore quelque chose qu'il faut faire entrer dans les mœurs? Je suis pas... Le statut du champignon, c'est un petit peu particulier, quoi. Il y a l'instinct cueilleur-chasseur, la conscience de la toxicité.
Je pense que des fois, il y a des cueilleurs qui jouent un petit peu à la roulette russe et ça se passe relativement bien, même s'il y a des signes digestifs. Mais en mangeant des champignons, on peut perdre un foie, on peut perdre un rein, on peut se trouver en réanimation pour quelques jours. Manger des champignons, c'est une activité à risque, donc il faut vraiment ne consommer que ce qu'on connaît parfaitement et faire identifier tout le reste, quoi, et pas se lancer à la roulette russe, c'est pas la peine. Dernière chose, est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner 2-3 sites là, de cueillette bien réussis? Vous gardez vos secrets? Disons que les ramasseurs de champignons comestibles, vous savez que ça se transmet à l'aube de père en fils ou dans la famille. Enfin, bon, chacun connaît ce qu'il faut en matière de champignons. Et puis, par contre, si on veut connaître les champignons, vous avez demandé à quoi servait une société. Il est possible de rejoindre une société. Dans toutes les sociétés mycologiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y en a plusieurs dizaines, il y a des sessions de détermination, souvent le lundi soir, parfois le mardi soir, où on peut amener sa cueillette pour les faire identifier et attraper le virus de connaître le champignon, en dehors du fait que le champignon, on peut rentrer dans la mycologie par la casserole, mais on peut aussi ensuite apprécier la nature et puis admirer toute sa diversité, y compris mycologique, quoi. Merci beaucoup Philippe Savuc d'être venu sur nos plateaux. Bonne continuation, bonne saison des champignons. Merci. Allez, place désormais à notre long format. Cette semaine, Jean-Paul Crespy s'est intéressé aux mines de sel de baie dans le canton de Vaud pour une plongée méconnue au cœur d'un monde méconnu, justement. Reportage. Dans les Alpes, rares sont les mines toujours en exploitation. À baie, les mines de sel sont un vaste dédale de galeries, de puits, d'escaliers, de passages très étroits et de salles s'étendant sur plus de 50 km. Aménagée depuis plus de 300 ans, la mine du Bouillet est accessible par un petit train. Dans l'une des 4 salles en exploitation, les derniers mineurs forent et injectent de l'eau sous pression en direction de la veine salifère, jusqu'à la formation d'une solution d'eau salée concentrée, la saumure. Cette solution est ensuite transportée par gravitation pour approvisionner en aval la saline du Bévieux. Là, on est à plus ou moins, pour le chemin avec les trains, on est à plus ou moins 3 km. Et puis, sur nous, on a environ 400 mètres de roches. C'est un autre monde. Il faut aimer d'être comme ça, enfermé, pour dire. On vit la plupart du temps dans cette salle, puisque notre objectif premier est de forer pour trouver du sel. Après, on a toujours d'autres travaux de maintenance de la mine, ailleurs qu'ici. Pour s'assurer de la bonne concentration de la saumure, les mineurs doivent régulièrement contrôler la solution extraite de la roche. Car ils exploitent une roche salée très hétérogène, un lessivage des couches de sel gemme qui se trouvent à plus de 800 mètres de profondeur en dessous du puits de forage. On fait notre forage avec des tubes de 3 mètres. Tous les 3 mètres, on ressort la carotte pour analyser la roche, pour voir si on est dans la zone salifère ou la zone stérile. Et puis une fois qu'on a atteint la zone stérile, on retire tout le train de tige de forage et on équipe le forage en mettant des tuyaux concentriques pour permettre à l'eau douce d'aller lessiver le sel dans la roche. Et dans le tube du centre, on récupère la saumure et puis comme ça on peut régler la densité par forage pour être optimum pour la production de sel en bas à l'usine. On peut tomber dans des couches assez dures et parfois c'est plus simple. Quand on tombe dans des veines de sel, c'est plus simple, on a moins besoin de pression pour forer. Très difficile. À niveau géologique, ici, la formation des salpes et tout ça, ça nous a fait mélanger la roche avec les couches de sel qu'il y avait. Anciennement, il y avait une mer, il faut se rappeler. Et puis avec la formation des salpes, ça a tout mélangé. Du coup, ici, c'est un petit peu à hasard qu'on va chercher le sel. Univers minéral imprévisible, la mine est constamment sous surveillance pour anticiper un coup de grisou. Aujourd'hui, les plus anciennes cavités sont condamnées. Seul témoin accessible d'un glorieux passé, un réservoir tampon d'une profondeur de 170 mètres, creusé au XVIIIe siècle. À baie, les 3 derniers mineurs extraient chaque jour 100 tonnes de sel sous forme de saumure. Ici, vous êtes au cœur de la montagne salée, puisqu'on est déjà à 450 mètres sous terre, et on est sur une partie qui est ouverte à la visite. On est ici sur la partie du musée, notamment où il y a les lampes, où on voit cette évolution de l'éclairage qu'ont connu les mineurs.
on a bien sûr connu une évolution sur les techniques d'exploitation. On a d'abord suivi bien sûr les courants salifères en captant les sources, puis petit à petit on a creusé cette roche à dos d'homme, on a porté la roche à dos d'homme qu'on a basculé dans des dessaloirs où on laissait l'eau s'infiltrer dans les morceaux de rocher. Donc il faut imaginer les mineurs porter cette roche, et puis ensuite on est parti à noyer les salles, et puis ensuite les nouvelles techniques qui sont plus des techniques de forage. Mais c'est toujours assez intéressant d'imaginer les mineurs qui, pour lier les anciennes galeries qui sont supérieures ici au niveau auquel on se trouve, ont creusé 734 marches à la main, marteau-cisaille, à la descente, pour lier les différents étages jusqu'à arriver au niveau auquel on se trouve. Il y a des gens qui voient la mine comme un milieu un petit peu où ils ont une certaine crainte de la mine ou d'être sous terre. Moi, je la trouve plutôt bienveillante et je crois que c'est plutôt une expérience. Plus bas dans la vallée, au creux d'un vallon, la saline du Bévieux transforme en sel pur la saumure extraite de la mine. Unité industrielle entièrement automatisée, ce qui lui permet de maintenir son activité en continu 24 heures sur 24. Elle est un témoin vivant des prouesses techniques mises en œuvre successivement pour maintenir l'activité sur le site. Et c'est à la saline du Bévieux qu'Antoine-Paul Picard mit au point la thermocompression en 1870. Une technologie révolutionnaire qui n'a à ce jour jamais trouvé d'équivalent. Et c'est le principe de turbocompression, c'est-à-dire de comprimer le gaz, d'échauffer le gaz et de le réintroduire, cette vapeur chauffée, dans notre système pour récupérer l'énergie calorifique. Encore aujourd'hui, c'est utilisé, bien entendu. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, cette l'idée de M. Picard a été reprise dans toutes les salines au monde qui utilisent le même principe de production que le nôtre. La saumure brute subit dès son arrivée à la saline un décantage pour lui retirer son tartre, un élément minéral composé de calcium et de magnésium. La solution est ensuite déversée dans le réservoir de réacteur. La saumure saturée contient 380 g de sel pur. De la vapeur de chauffe à 140 degrés porte la saumure à ébullition. La vapeur appelée buée d'évaporation sort par le haut et le sel cristallisé se dépose dans le fond de l'évaporateur. On a une capacité de production d'environ 4 tonnes par heure de sel. Une production qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 330 jours par année. C'est très difficile à faire du sel. C'est très difficile étant donné que notre processus est en continu. Ce n'est pas un processus par batch où on fait les étapes les unes après les autres, puis après on fait des réglages. Le processus en continu, une moindre déviation d'un processus en continu a des répercussions plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Donc, c'est un processus qui est très fin, qui demande une attention vraiment particulière. La saline du Bévieux produit 30 000 tonnes de sel par an pour l'industrie, la viabilité hivernale, l'agriculture et l'alimentation. Elle possède également sa propre centrale hydroélectrique pour répondre à sa consommation, ce qui représente l'équivalent de la consommation de 2500 ménages, le tout en énergie verte. Une unité de production discrète, soucieuse de préserver son environnement. Pour terminer ce journal, je suis en liaison vidéo avec Didier Chaminade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional d'Orange pour les Alpes et vous êtes avec nous pour nous parler du festival Transfo. Alors, une question toute simple. Transfo, qu'est-ce que c'est? Oui, bonsoir à tous. Alors, Transfo, c'est le festival du numérique organisé par la French Tech du Sillon alpin, de Valence jusqu'au Genevois français, en passant bien sûr par les grandes agglomérations du Sillon, Grenoble, Chambéry, Annecy. Une thématique est mise à l'honneur, le numérique et l'environnement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus justement sur cette thématique? Eh bien, c'est un choix éditorial de la French Tech du Sillon alpin que d'avoir abordé les questions numériques sous un angle sociétal. Il y a bien sûr, j'ai envie de dire, les gènes de la French Tech qui sont l'innovation, et c'est la base de leur action, mais ils n'ont pas oublié d'aborder les questions du numérique sous un angle sociétal. Quels sont les impacts, les effets induits, directs et indirects du numérique sur notre mode de vie? L'année dernière, on s'est beaucoup intéressé aux mobilités, à la santé. Cette année, c'est l'environnement.
Comment ça va se passer très concrètement, le festival? Il y a quoi, des conférences, des animations, des réunions? Comment ça se passe? Alors le festival, c'est 150 événements organisés sur les géographies que je vous ai décrites juste avant. Alors évidemment, avec un cas un peu particulier en cette période, c'est qu'une bonne proportion de ces événements sont organisés de façon digitale, avec des intervenants qui sont rassemblés. Alors ça peut être des tables rondes, des ateliers, des choses de ce type-là, mais avec un public à distance, par l'Internet, en visio, et des choses comme ça. Pouvez-vous nous donner quelques temps forts là, pour cette semaine de festival? Alors, le festival comprend une dizaine d'événements majeurs. Orange en organise 3, dont un événement majeur ce soir, une table ronde qui a vocation à évoquer ce sujet de l'impact environnemental du numérique. Une table ronde dans laquelle on fera intervenir des sociologues, des représentants de la société civile, notamment le think tank Shift Project, et puis des spécialistes du sujet, soit présidents d'associations, d'agences qui interviennent sur la qualité de l'air, l'environnement, soit des gens qui appartiennent à des grands groupes industriels comme Schneider et qui abordent ces problématiques de l'impact environnemental de leur production dans une logique de cycle de vie, de la conception jusqu'au recyclage. Merci beaucoup. Ça, c'est pour ce soir. Et il y en aura 2 autres, pardon. Un événement le 12, dans le cadre d'un atelier plutôt citoyen, où là, on va faire interagir le grand public sur cette question sociétale de l'impact du numérique sur l'environnement, qui est un sujet encore assez peu connu. Et puis de la même manière, à une nouvelle table ronde le 14 à Annecy, et 14 octobre donc à Annecy. Merci beaucoup Didier Chalinette. Je rappelle les dates du festival Transfo du 8 au 15 octobre. Et j'ajoute que vous pourrez suivre ce festival, notamment les tables rondes que vous nous avez présentées, sur notre page Facebook ce vendredi, ce lundi et ce mercredi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après la météo de Thierry Paul, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour la rediffusion d'En Tête à Tête avec Olivier Béguin, le président de la compagnie des guides des Contamines Montjoie et Saint-Gervais. À partir de lundi, c'est Victoria Lopez que vous retrouverez aux commandes du journal de la rédaction. Passez un très bon week-end.